Jean-Loïc Le Guellec, bonjour. Nous vous interviewons à l'occasion de la conférence que vous donnez au sein de la Grande Loge provinciale de Bretagne, au temple de Querquefou, une conférence sur l'origine des mythes et le mythe des origines. Vous venez de coécrire avec Bernard Sergent un magnifique dictionnaire critique de la mythologie, une somme de 1600 pages, publiée en décembre dernier chez CNRS Édition, que tous nos frères peuvent trouver chez Scribe ou dans toute bonne librairie. Mon but, puisque vous êtes anthropologue, ethnologue et préhistorien, c'est de savoir comment cela vous est arrivé. Est-ce que vous êtes tombé dedans tout petit, comme Obélix dans la marmite de potions magiques, et comment vous est venu ce désir d'aller à la découverte des autres? Alors, le dictionnaire, déjà, avec Bernard Sergent, on s'est fabriqué l'outil qui nous manquait à nous. Personnes très intéressées par la mythologie, et il n'y a pas de livre général sur la mythologie. Il y a beaucoup de dictionnaires des mythes, où on trouve des entrées qui parlent des dieux, des déesses, etc., ou sur la mythologie grecque ou égyptienne, des livres spécialisés, mais la mythologie en général, il n'y a rien. Et donc, voilà, on a fabriqué l'outil qui nous manquait et qui nous est utile à nous aussi. Voilà. Alors après, l'intérêt pour la mythologie, en ce qui me concerne, c'est un intérêt ancien, pas forcément conceptualisé sous le nom de mythologie, mais disons que je me suis toujours intéressé depuis très longtemps aux contes traditionnels, aux récits traditionnels, aux légendes, et depuis très longtemps, j'ai collecté et enregistré des personnes qui racontent des légendes, des petits mythes, disons, associés aux mégalithes, associés aux églises, associés à divers monuments. Et c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, mais en fait, un peu tout le monde est toujours intéressé par les histoires. On adore qu'on nous raconte des histoires, nous autres humains. Hein. Et puis quand on trouve qu'une histoire est belle, on n'a qu'une seule envie, c'est de la raconter à notre tour. Et un peu, c'est ça un peu le départ, c'est l'intérêt, la fascination pour les belles histoires dites bellement. Et puis pour la mythologie locale, c'est-à-dire toutes ces petites légendes autour des sources. Voilà, des apparitions, des croix de chemin, toutes ces petites légendes qui fourmillent en France et que j'ai longuement fréquentées, notamment au sein de la Société de mythologie française, puisque je suis membre de la Société de mythologie française, j'ai été vice-président, et là, on côtoie des gens qui ont le même intérêt et qui sont des bons connaisseurs de tout ce folklore. En fait, le terme folklore, c'est un terme qui est souvent déprécié maintenant, mais en réalité, c'est un très très beau terme. C'est le terme qui réunit tout ce savoir populaire qui est toujours vivant, hein, et qui est une source infinie de réflexion, parce que dès qu'on veut s'y intéresser et dès qu'on veut creuser un peu ce qu'il y a derrière ces petites histoires, eh bien, ce qu'on trouve, c'est infini. Voilà, on peut y passer sa vie. Alors, la mythologie locale en Bretagne, elle est belle, elle est riche, elle est immense, elle est incommensurable. Elle a débuté il y a très longtemps, elle perdure encore. Qu'est-ce qui a fait que vous avez parcouru le monde? Et dans ce parcours, quel est votre plus beau voyage ou votre plus belle mission en tant que scientifique? Alors, un des moteurs pour mes déplacements, mais bon, après il y en a eu d'autres, mais c'est par exemple, comme j'habite en Poitou, en Vendée en fait, hein, donc pas très loin d'ici. En Vendée, c'est le Bas-Poitou. On parle une langue, on parle encore un petit peu, une langue qui s'appelle le Bas-Poitevin, et beaucoup de Poitevins sont partis au Québec. Et au XVIIe siècle, et se sont établis là-bas, et ont continué à parler la langue qu'ils parlaient quand ils sont partis. Et ils ont continué à raconter les histoires traditionnelles qu'ils racontaient au moment où ils sont partis. Et j'ai eu l'idée d'aller voir là-bas un peu ce qui restait des traditions poitevines et ce qui restait des contes et des légendes, et faire des comparaisons et voir si par hasard ils n'auraient pas conservé par exemple des choses qui, en Poitou, leur lieu d'origine, se seraient évaporées, auraient disparu. Et donc ça a été par exemple un de mes intérêts pour les voyages, mais il y en a bien d'autres, puisque je m'intéresse particulièrement, et au CNRS, c'est pour ça que je suis directeur de recherche, à l'art préhistorique. Mais à l'art préhistorique dans le monde entier. Et puisque vous me demandez d'évoquer un souvenir extrêmement marquant, il y en a un qui me vient à l'esprit, qui a été une émotion vraiment imprévue, subite et absolument extraordinaire. C'est dans l'extrême sud de la Libye,
en 1992, alors que j'explorais avec un ami des vallées complètement inaccessibles par quelque chose comme pas loin de 50 degrés à l'ombre, etc., vraiment très difficile et qu'on marchait, au détour d'une vallée, on est tombé sur un ensemble de gravures rupestres en plein air, hein, sur une falaise. Et ces gravures, il faudrait les montrer bien entendu, mais en gros ça représentait quelque chose qui m'a fait penser de manière irrésistible au mythe d'origine de l'humanité présent dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, alors que c'était dans le sud du Sahara, le sud libyen, on en est loin, hein. Et on était dans un endroit complètement désertique. Et ce mythe raconte en gros que les premiers humains sont nés d'un bovin. Et là, on avait l'image extraordinaire, merveilleusement bien réalisée d'un bovin, avec une sorte de cordon ombilical qui faisait tout le tour, qui partait de l'ombilic et qui faisait tout le tour, qui se terminait par un placenta, ce qui ressemblait à un placenta. Et dans ce placenta, il y avait un petit personnage émergent. Voilà. Et cette chose-là m'a simplement sidéré. Alors, vous êtes spécialiste de l'art rupestre. D'après vous, y a-t-il encore des merveilles à découvrir comme vous venez de nous le raconter? Oui, beaucoup, partout, pratiquement partout. La preuve, en France, la grotte Chauvet. Qui aurait cru qu'on découvrirait, voilà, en France, un nouveau Lascaux, si je peux dire. Et il y en a sans doute d'autres encore à découvrir, mais c'est partout où il y a de l'art préhistorique, il y a des choses à découvrir. Partout. Partout, disons, où il y a des rochers, puisque pour de l'art préhistorique, il faut qu'il y ait des rochers pour que ça subsiste, et où les hommes ont vécu durant la préhistoire. Donc ça, c'est particulièrement dans les déserts, parce que ça se conserve bien, c'est sec, il n'y a personne qui est là pour abîmer les choses. C'est là que ça se conserve souvent bien. Et actuellement, par exemple, je suis en train d'explorer une partie du sultanat d'Oman, dans l'extrême sud, les montagnes du Dhofar, où là, il y a toute une série de grottes qui recèlent des inscriptions et des peintures rupestres qui sont, pour la plupart, inconnues. Ce qui amène ma dernière question. Quels sont vos projets futurs en matière de mission scientifique? Et puis, quels sont aussi, bien évidemment, vos projets littéraires? Alors, continuer, bien entendu, autant que je peux, à explorer des endroits où il y a des chances pour trouver des choses nouvelles et intéressantes. Et puis ensuite, poursuivre le travail, un peu ce que je vais montrer tout à l'heure dans la conférence, c'est-à-dire réfléchir sur les possibilités de remonter l'histoire des mythes. Les mythes sont encore racontés aujourd'hui, certains mythes qui sont encore racontés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire leur histoire ? Est-ce qu'on peut trouver à peu près à quelle époque ils ont commencé à être racontés et dans quel endroit du monde et comment ils se sont diffusés? Ça, c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup et sur lesquelles je travaille actuellement. Merci Jean-Luc Le Guellec et puis à très bientôt. De rien, je vous remercie, c'est moi.